Quand je rentre chez moi, je dis à la première dame que j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui, que nous avons eu une merveilleuse conversation. Et elle me dit « Oh, vraiment, une autre ville vient d'être touchée ». Je ne peux pas dire que c'est un assassin, mais il est dur. Cela a été prouvé au fil des années. Il a trompé beaucoup de gens. Il a trompé Bush, il a trompé Clinton, Obama, Biden, mais il ne m'a pas trompé. Ce que je dis, c'est qu'à un certain moment, les paroles ne suffisent plus. Il faut agir, il faut des résultats, et j'espère qu'il y en aura. Donc peut-être que demain ou après-demain, on va découvrir que Trump est russe. Il est né en Russie et puis on lui a fabriqué la vie qu'il a là. C'est un agent dormant. Et il y a un mot qui se charge de le réveiller. Dès que tu prononces le mot là, il se réactive. Nous sommes très mécontents de la Russie, mais nous en parlerons peut-être un autre jour. Nous sommes très mécontents d'eux et nous allons appliquer des tarifs douaniers très sévères si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours. Des droits de douane d'environ 100%. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous allions conclure un accord il y a 2 mois, mais je pense que nous n'y arriverons pas. Nous allons leur envoyer des armes et ils vont les payer. Les États-Unis ne paieront pas. Nous les fabriquerons et ils les paieront. Elles seront ensuite rapidement distribuées sur le champ de bataille. L'Ukraine va les accepter. Et vous savez, dites ce que vous voulez à propos de l'Ukraine. Au début de la guerre, les Ukrainiens n'avaient aucune chance. Et ils n'auraient toujours aucune chance s'ils n'avaient pas le meilleur équipement. Parce que nous fabriquons les meilleurs avions et missiles et nous fabriquons de loin le plus grand nombre d'équipements militaires dans le monde. La soi-disant communauté occidentale, l'Occident collectif, s'il y a des raisons aujourd'hui de l'appeler collectif. Mais néanmoins, elle met tout en dessus-dessous. Pourquoi ? Parce que l'augmentation des dépenses à des fins militaires et la frénésie militariste, tout est basé sur une seule chose, l'agressivité russe. Mais c'est tout le contraire. Ils parlent de notre agressivité. Vous feriez mieux de vous regarder vous-même. Nous avons un proverbe qui dit qu'il est facile de voir la paille dans l'œil de son frère, mais qu'il est beaucoup plus difficile de voir la poutre dans son propre œil. Que se passe-t-il alors ? Sous prétexte de l'agressivité imaginaire de la Russie, ils commencent à parler de la nécessité de s'armer. Eh bien, laissez-les s'armer. Nous avons le Kremlin qui répond à l'ultimatum de Donald Trump. Et il y a quelques jours, Donald Trump a fait une série de menaces envers Moscou. Et donc, Moscou était obligé maintenant de répondre, de répliquer, de dire ce qu'ils en pensent. On écoute ça. Pour la première fois, Xavier, on va l'écouter ensemble, le Kremlin a réagi à cet ultimatum des 50 jours qui a été posé par Trump. On avait l'impression que dans cette réaction, il fallait lire du « on n'en a rien à faire » de la part des Russes, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, on va en reparler juste après. On écoute M. Lavrov. Nous voulons comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration sur les 50 jours. Auparavant, il s'agissait de 24 heures, puis de 100 jours. Nous sommes tous passés par là et nous voulons vraiment savoir ce qui motive le président des États-Unis. Il est clair qu'il subit une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et des dirigeants de l'OTAN qui soutiennent imprudemment les demandes de Zelensky de continuer à lui fournir des armes, y compris des armes offensives, au prix de dommages de plus en plus importants pour les contribuables des pays occidentaux. Vous vous rendez compte que Sergei Lavrov est plus soucieux des dépenses du contribuable européen que les dirigeants européens eux-mêmes. Mais par contre, il a soulevé quelque chose d'extrêmement pertinent. Il n'est pas impossible qu'effectivement Trump est sous pression, sous une immense pression, comme il disait, à la fois du bloc européen, mais je dirais surtout de l'Amérique profonde. Oui, je dirais surtout de l'Amérique profonde. Parce qu'effectivement, il peut décider de botter en touche l'Europe. Mais l'Amérique profonde, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va essayer de jouer le jeu et comprendre comment est-ce que les deep state peuvent mettre cette pression. Pour ceux qui ne savent pas, l'expression deep state est utilisée pour pouvoir décrire, on va dire ça comment, des intérêts et des influences bureaucratiques, militaires ou économiques américains qui ont une très forte puissance et qui exercent donc une pression et un poids politique, public énorme, y compris dans les politiques étrangères des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ça commence même par les politiques étrangères avant de revenir sur le territoire américain parce que le territoire américain leur est déjà acquis de facto. Et donc, comment est-ce que le Deep State, l'Amérique profonde, là, pourrait faire pour mettre des pressions à Trump et le pousser à continuer la guerre, comme le suggère
Sergei Lavrov. Déjà, il y a les pressions économiques et militaires. Les acteurs du Deep State qui, eux, n'ont pas de mandat, parce qu'eux, ils ne sont pas élus puis réélus, non, ils sont là constamment. Ils sont là depuis les années 70 et leurs fils vont prendre l'héritage de ça et ainsi de suite. Ces acteurs du Deep State, donc, pourrait mettre la pression en utilisant des arguments économiques ou des arguments de sécurité, comme quoi, par exemple, la nécessité de maintenir des alliances militaires, de protéger les intérêts économiques américains en Europe, ou encore de défendre les valeurs démocratiques contre cette affaire d'agression russe-là. Ils peuvent menacer, par exemple, Trump de salir son nom, salir son héritage, arrêter de le mettre dans certains types de réseaux, parce que il y a de second cas de figure, c'est le lobbying et influence. Ce sont des groupes d'intérêts. Ce sont des lobbyistes, ce sont des entreprises, des entrepreneurs. Ils ont des intérêts partout aux États-Unis et partout dans le monde qui servent à mettre un certain nombre de pressions sur Trump. Et même pas que sur Trump, mais aussi sur les membres du Congrès. Et à leur habitude, ils vont bien vous menacer et ensuite venir vous donner des arguments que vous allez utiliser pour pouvoir convaincre les autres. Et généralement, ces gars-là vont s'appuyer sur quoi? Le renseignement et l'analyse stratégique. C'est-à-dire que les agences de renseignement, CIA, NSA et blablabla, vont fournir des analyses très détaillées, même si c'est factice, sur les conséquences géopolitiques d'une non-action ou alors d'une action, du moins d'une inaction ou d'une action. Et ils vont expliquer comment est-ce que tout ça va influencer, que ce soit le pouvoir des États-Unis, leur leadership, et j'en passe à travers le monde. Et ça va donc pousser Donald Trump, sur la base de ces données-là, à prendre des décisions. Parce que ce qu'ils vont faire, et ils savent très bien le faire, c'est présenter les différents scénarios à risque. Et au-dessus maintenant de tout ça, il y a l'opinion publique. Tout pouvoir n'existe que s'il y a quelqu'un pour obéir. C'est pour ça que malgré tout ce qu'ils peuvent dire, le Deep State n'existe pas, les gouvernements n'existent pas, les puissants n'existent pas sans le peuple. Et donc l'influence publique et médiatique est forcément utilisée. Du moins, serait forcément utilisée, vu que là on est dans un scénario hypothétique où Trump serait menacé suivant ce que Sergei Lavrov a dit. Comment le Deep State va se prendre? Tout simplement en influençant l'opinion publique. Et ce par le biais des médias, mettant un accent sur des aspects spécifiques du conflit ou alors sur un certain nombre de secrets qui ne doivent pas sortir du côté de Trump. L'objectif, c'est le même. Générer de l'émotion dans la population, les galvaniser, les fâcher, etc., etc. Il y a plein de méthodes. Donc, ce que vient de dire Sergei Lavrov, c'est à noter. Il n'est pas impossible que, effectivement, du côté de Trump, il veut botter en touche. Mais le Deep State refuse. On lui présente des endroits stratégiques en Ukraine qui doivent être la possession des Américains et non pas la possession de la Russie et encore moins des Ukrainiens. Dites-vous que pour eux, c'est même mieux si la Russie exploite ces trucs-là que si c'est l'Ukraine elle-même qui exploite sans rien donner aux Américains. Mais ils vont venir dire oui, ça doit aller aux Ukrainiens, sachant très bien que ce n'est pas l'Ukraine qui va exploiter ça, mais les Américains. Donc, il y a tout ce jeu-là qui entre en lice. Un certain nombre d'anciens territoires ukrainiens aujourd'hui contrôlés par la Russie possèdent d'énormes gisements en plein de trucs. Donc c'est important de le noter. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Encore une fois, le premier sentiment, c'était de se dire, bon, ils n'en ont rien à faire. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour eux. Vous partagez cette analyse parce que je crois qu'Isabelle en a une autre juste après à nous délivrer. Moi, je partage cette analyse. Pas tant qu'ils n'en ont rien à faire, mais une fois de plus, on a un Trump qui est dansant, chantant, sa politique du fou habituel. Comme il a dit, tantôt c'est 2 semaines, tantôt c'est 20 jours, tantôt c'est 50 jours. Après, il va revenir, vous avez 24 heures et j'en passe. Cette politique dansante l'a fait même en sorte qu'en face, personne ne le prend au sérieux. Quand je dis en face, je parle de la Russie. C'est mais vous pensez qu'on va même discuter avec quoi? Quelqu'un qui va changer d'avis entre maintenant et 2 minutes? Non, on ne peut rien discuter. Qu'il se fixe, nous donne une date et on agira en conséquence. On agira suivant le plan qu'on a même de toute
toute façon toujours établie et qui va se faire avec ou sans leur intervention. Donc oui, il y a une sorte de... On s'en fiche un peu de la part de la Russie parce que de toute façon, ça ne va rien changer étant donné que les États-Unis soutiennent activement cette guerre depuis le début et ça n'a rien changé. Non, on voit bien dans les propos de Sergueï Lavrov qu'ils sont méfiants, qu'ils se demandent comment il faut prendre aujourd'hui le Donald Trump qui n'est peut-être plus tout à fait le même que celui du début de la guerre. Est-ce que c'est de la méfiance? Ce n'est pas plus de la moquerie ou plus un communiqué pour dire qu'il fatigue? Parce que moi, je n'ai pas entendu de la méfiance dans ses propos. J'ai entendu simplement un questionnement. Vraiment, je le demande, est-ce qu'on peut parler de méfiance ici? À la façon dont Sergueï Lavrov parlait, il était très calme, il n'était pas inquiet quant à ce que Trump va faire. Il demandait simplement à Trump de se fixer, c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ironisent sur les mêmes délais qu'ironisent les Ukrainiens. 24 heures, 100 jours, 2 semaines, à nouveau 2 semaines, encore 2 semaines, maintenant 50 jours. En fait, les ultimatums de Trump tombent à chaque fois plus ou moins à plat pour les Russes, mais là, ils se posent quand même des questions de savoir exactement ce qui va se passer. Au bout des 50 jours, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas une livraison accrue de matériel pour les Ukrainiens, ce dont ils ont réellement besoin sur le terrain. Il se passe des sanctions secondaires contre les pays qui font encore des affaires du commerce, notamment qui achètent du pétrole et du gaz, à savoir exactement la Chine, l'Inde, la Turquie, droit de douane à plus de 100%. C'est ça la sanction à la fin, donc ça ne vise pas directement la Russie, à part ses ressources qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour financer l'effort de guerre. Donc à Moscou, on fait attention à ce qui se passe, on continue comme si de rien n'était, ils vont continuer à mettre la pression, ils vont chercher à grignoter du terrain, mais on se méfie et on attend de voir ce qui va se passer, un peu comme tout le monde, j'allais dire. Est-ce qu'il y aura vraiment des livraisons d'armes en quantité impressionnante? Des patriotes, sans doute. On parle jusqu'à 17 batteries missiles antimissiles patriotes pour protéger les villes ukrainiennes. Mais c'est pas ça qui fera gagner la guerre. Ça ne va vraiment pas faire gagner la guerre. On va essayer de faire à peu près le même calcul que la dernière fois, quand il parle de 17 patriotes là, pour que vous puissiez voir à quel point ce n'est pas pertinent, à quel point ce n'est pas une victoire. Alors, en combien de temps 17 batteries de patriotes peuvent-elles tenir face aux salves russes, aux salves explosives russes? La dernière fois, c'était 723 drones et missiles qu'ils avaient envoyés. Donc, on va partir sur un 700 pour faciliter les calculs. Si la Russie fait des salves régulières de 700 drones, sachant qu'ils ont prévu de monter à 1000 drones, en combien de temps les 17 patriotes tiennent? Déjà, rappel important, les patriotes sont utiles contre des missiles balistiques, mais inefficaces d'un point de vue coût et efficacité contre des essaims de drones. Une batterie de patriotes comprend entre 4 et 8 lanceurs. Chaque lanceur contient 4 missiles. Donc, une batterie de patriotes peut tirer entre 16 et 32 missiles. 17 batteries, si on continue le calcul, c'est entre 272 missiles et 544 missiles au total. Face à 700 drones kamikazes par vague, les missiles patriotes qui coûtent entre 3 et 5 millions de dollars l'unité, les drones kamikazes qui coûtent environ 40 000 dollars l'unité de fabrication, vous comprenez rapidement que le missile patriote est 60 à 100 fois plus cher qu'un seul drone. Donc, pour abattre un drone russe, les autres doivent dépenser 60 fois plus d'argent. Gaspillage. C'est pour ça que je disais en termes coût-efficacité, c'est pas pertinent. Si l'Ukraine tire un missile par drone, le calcul il est vite fait. Les 17 batteries seront épuisées en une seule salve. En une seule salve. Admettons même qu'un missile patriote pourrait prendre 2 à 3 drones kamikazes. Jusque-là, il faudra 2 salves et demie pour pouvoir épuiser le stock de l'Ukraine. Donc, les 17 batteries de patriotes, là, c'est pas plus pertinent. Et les 17 batteries de patriotes, c'est combiner tout ce que l'OTAN a décidé de cotiser pour donner à l'Ukraine. Vous devez très bien comprendre ça. Les 17 batteries ne peuvent pas changer la victoire de la Russie. Déjà, les coûts sont insoutenables à long terme. J'ai un peu parlé des prix ici. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à produire ou encore à livrer les missiles patriotes à un rythme équivalent à la cadence que la Russie détruit ça ou alors à la cadence même que les missiles russes sont fabriqués. Ils ne peuvent pas. Puis il y a la stratégie d'usure de la Russie, on en parlait déjà. Moscou utilise une stratégie d'attrition, l'usure en gros. C'est-à-dire, elle use les défenses ukrainiennes par vagues de drones bon marché. Et ensuite, elle envoie les missiles hypersoniques ou encore les missiles balistiques pour pouvoir frapper les cibles clés quand les défenses de la zone-là sont à court de munitions, sont à court de patriotes à cause des salves de drones qu'ils ont envoyées. Puis, il y a un manque de couverture totale du côté de l'Ukraine. 17 batteries de patriotes, ça ne peut pas protéger toutes les villes du pays, toutes les infrastructures stratégiques du pays, non. Ils sont obligés de choisir.
Et donc même en choisissant les zones où ils vont mettre les patriotes, là, ça donne des informations à la Russie que c'est là-bas qu'il y a les choses importantes. Et sachant qu'ils peuvent rapidement passer cette passoire qu'est le patriote, ça devient des zones faciles à attaquer, faciles à démanteler. Et vous n'imaginez même pas à quel point les patriotes sont lents à remplacer. Dites-vous qu'il faut des mois, voire des années, pour pouvoir produire, livrer et former les soldats qui vont utiliser ça. Pendant ce temps, la Russie accélère la production de drones, accélère la production de missiles, de chars et de munitions en général. Et la stratégie russe a toujours été claire par rapport aux drones. D'ailleurs, c'est la stratégie la plus logique quand on a l'arsenal de la Russie. Et ils font ce qu'on appelle la tactique de saturation multiple. Parce qu'en combinant les drones, les missiles de croisière, les missiles balistiques et les missiles hypersoniques, la Russie en fait oblige l'Ukraine à se disperser, ce qui réduit l'efficacité globale des systèmes patriotes. Donc, ils ont beau présenter ça comme étant la technologie révolutionnaire dont l'Ukraine a absolument besoin. Sur le terrain, ça ne fait pas grande différence. Donc, c'est normal, une fois de plus, que du côté russe, quand ils entendent ça, ils sont juste en mode « équipe ». Ok, pas de souci, ça va. Et quand on parle même d'ailleurs, j'ai failli oublier, des sanctions. La Russie est déjà sous toutes les sanctions de l'univers. Toutes les sanctions que l'OTAN peut mettre à la Russie sont déjà sur la Russie. Ils ne peuvent pas faire plus. Protégera les civils, ce qui est déjà énorme. Alors Isabelle, c'est à vous, je le disais, vous n'êtes pas tout à fait sûr que ça ne les touche pas tout à fait les Russes. Il est possible que Vladimir Poutine se dise l'époque où je pouvais manipuler Trump à l'insu de son plein gré et aussi souvent que je voulais, que cette époque touche à sa fin. Il est possible, hein. Il est possible, Isabelle, il est possible. Vous êtes déjà arrivé à des niveaux où vos insinuations, c'est-à-dire on dirait même déjà que c'est acte de vérité. Il est possible. C'est-à-dire par quel univers est-il possible un truc pareil? Parce que vous saviez même déjà de base, et c'est ça même qui est terrible, que Poutine était capable de manipuler Trump, vu que c'est ça le postulat de base. Ça, c'est en fait quelque chose qu'on sent à la fois dans la manière dont ils ont répondu, à la fois de manière assez violente dans les journaux russes, par exemple, Commerçante annonce que Donald Trump est passé du côté du parti de la guerre. Et la Russie était censée réagir comment exactement? Une fois de plus, l'OTAN est en train de les menacer, du moins les États-Unis sont en train de les menacer, et ils vont juste en rigoler, ils vont juste s'en amuser, ou ils ne doivent pas réagir. Pour vous, vous êtes toujours dans cette configuration mentale où vous pouvez vous permettre d'être violent, mais les autres non, ils doivent sourire, ils doivent bien réagir. Parce que pour vous, immédiatement, la réponse à l'image de ce que vous avez dit, a une arrière-pensée autre que l'affront que vous avez commis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En gros, pour eux, peu importe ce qu'ils font, on doit agir avec gentillesse, sympathie et s'en amuser. Parce que s'ils te parlent violemment et que tu réponds violemment, pour eux, c'est la preuve qu'ils t'ont eu. Ce n'est pas simplement de la réciprocité, ce n'est pas simplement de la politesse, non. C'est la preuve que tu as flanché. Mais quand toi, tu leur parles avec violence et qu'ils te répondent avec violence, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement logique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, les médias russes doivent vous caresser dans le sens du poil. Pour quelle raison? Vous voulez caresser? Dans l'attente des réactions au Kremlin, on sent les mots qui sont choisis, les propos sont pris au sérieux. Je pense qu'il y a une réelle inquiétude à Moscou et qu'ils attendent de voir pour savoir si la proposition de Donald Trump, enfin son soutien affiché à l'Ukraine est réel ou ne l'est pas, parce que, encore une fois, avec Donald Trump, parce que les 50 jours... Vous voyez comment elle s'embrouille. C'est parce qu'elle se paye et elle s'attue elle-même dans son mensonge. C'est pour ça qu'elle s'embrouille. C'est aussi pour Donald Trump la possibilité de changer encore 5 ou 6 fois d'avis. Bien évidemment. Et Galia Ackerman, sur ce plateau hier, elle retenait surtout l'hypothèse selon laquelle Trump offrait là du temps volontairement à Poutine pour qu'il mette en musique son offensive à venir. Là où tous les gens sont sur ce plateau en train d'essayer de prétendre que c'est en fait les États-Unis qui mènent la danse, en fait, moi, de par les différentes décisions, de par l'historique global de cette affaire et la manière dont Trump gère ça, ça démontre à quel point en fait ce n'est pas les États-Unis qui mènent la danse. Moi, je vois juste l'impuissance des États-Unis en fait. C'est tout ce que je vois. Parce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il faut juste faire un show. Je disais ça dans une précédente vidéo, si vous vous rappelez, que le but de Trump, c'est simplement qu'on parle de lui constamment. C'est pour ça que chaque semaine, il faut qu'il dise un truc, il faut qu'il fasse un truc, il faut qu'il présente un truc. Et donc, comme parfois les buzz, ça redescend, il doit revenir sur un ancien truc qui avait déjà fait le buzz pour pouvoir relancer encore la polémique autour de lui. Mais pour moi, en fait, ce n'est que l'expression de leur échec, l'expression de leur faiblesse. Parce que là où la Russie ne passe pas son temps à caqueter,
Les États-Unis passent leur temps à jacasser. Là où la Russie passe son temps à agir, les États-Unis passent leur temps à promettre, à faire des déclarations. Or, qu'est-ce qui est plus important? Le bavardage ou les actes? Parce que chaque jour, celui qui gagne du terrain, c'est la Russie. Ce n'est pas les États-Unis. Tout à fait possible. Depuis le début, depuis le mois de janvier, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, on a observé un rapprochement absolument spectaculaire, une connivence absolument incroyable entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On a même l'impression que, en fait, le KGB avait creusé un nid dans le cerveau de Donald Trump. Et je pense que sur le fond, même avec ce changement de braquet, Donald Trump reste beaucoup plus attaché à la Russie, à Vladimir Poutine. C'est un système politique, c'est un grand pays avec des richesses immenses, une promesse de faire du business qui est quand même la seule chose qui intéresse Vladimir Poutine, une détestation des démocraties libérales traditionnelles à l'européenne comme elles fonctionnent. Et je pense qu'il continue à partager davantage avec un Vladimir Poutine qu'avec un Volodymyr Zelensky. Trump ne peut tellement rien faire que quand il y a eu des rumeurs, des soupçons, comme quoi il avait permis ou il avait demandé à Zelensky de frapper l'intérieur de l'Ukraine, il a démenti. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas qu'on ait une certaine ambiguïté. L'ambiguïté qu'il crée, ce n'est pas en mode il va attaquer. Non, l'ambiguïté qu'il crée, c'est comment perdre le temps de sorte que l'affaire se tasse vite et que je trouve un autre buzz à gérer. Écoutez, on lui a clairement posé la question et il a clairement répondu. Zelensky devrait-il viser Moscou ou une région plus en profondeur de la Russie? Non, il ne devrait pas viser Moscou. C'est pour cela que vous lui avez donné plus d'armes? Non, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Êtes-vous du côté de l'Ukraine maintenant? Non, je ne suis du côté de personne. Vous savez de quel côté je suis? Celui de l'humanité. Je veux arrêter le massacre de milliers de personnes par semaine. Je veux faire cesser les massacres. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je veux faire cesser les massacres. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà de quel côté je suis. Donc c'est chaud, même pour lui. Vous demandez à un gars qui a peur de la force de frappe de son adversaire de quand même foncer vers lui et d'aller à la guerre. Il est obligé de dire qu'il n'a pas de camp. Il est obligé de dire qu'il est du côté de l'humanité. Je pensais que s'il était réellement du côté de l'humanité, il allait commencer par l'Ukraine. Il y a combien de personnes qui souffrent aux États-Unis? Ils ont les moyens de gérer toutes ces personnes-là, mais non, ils partent chercher loin l'Ukraine. Qui commence d'abord par gérer même les États-Unis? Que tous les Américains sont heureux avant d'aller chercher la paix des gens dehors. Donc vous voyez que même lui, il a peur. Même lui, il est terrifié. Et c'est pour une raison simple. Il ne peut rien faire contre la Russie à l'état actuel des choses. Il est seulement obligé de jongler entre deux choix qui ne l'arrangent pas. Le premier choix, c'est de se voir le Deep State. Le second choix, c'est aller en guerre contre la Russie. Dans les deux cas de figure, c'est mauvais. Et il a hérité de tout ça là que prendre. Tu vas devoir jongler avec comme ça pendant 4 ans de ton mandat. Non, il est coincé. Donc, c'est important que ces soldats de plateau réalisent les casse-têtes chinois dans lesquels Trump se trouve. À partir de là, tout est possible. Donald Trump a peut-être donné 2 mois à Vladimir Poutine pour faire le job. Et puis, Et passer les 2 mois. Admettons que la Russie ne fasse pas le job pendant les 2 mois. Passer les 2 mois, je repose la question. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez livrer les armes. Vous allez soutenir l'Ukraine en renseignement. Vous allez sanctionner la Russie. Ce n'est pas déjà le cas. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 mois? Ils sont en train de vouloir présenter Trump ici comme une marionnette manipulée. Vous avez entendu, elle a même parlé du KGB. Que le KGB est déjà entré dans la tête de Donald Trump. Un service secret qui n'existe même plus. Le KGB n'existe plus depuis la chute de l'URSS. C'est autre chose aujourd'hui. Elle aurait pu dire les services de renseignement russes. Non, le KGB. Pour avoir cette image-là qu'on a dans les films. Parce qu'on sait que le KGB, c'est dangereux. C'est efficace, ça torture. Vous voyez, dès qu'on dit KGB, vous avez l'image que vous avez en tête là, de crainte et consorts. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit service de renseignement, elle a dit KGB. Donc ils sont vraiment dans cette optique où Trump est manipulé bientôt. On dira même que c'est un agent du KGB. Qu'est-ce que je raconte? Je pense qu'on l'avait déjà dit. On avait déjà dit que Trump était un agent du KGB. Donc peut-être que demain ou après-demain, on va découvrir que Trump est russe. Il est né en Russie et puis on lui a fabriqué la vie qu'il a là. C'était un agent dormant. Et il y a un mot qui se charge de le réveiller. Dès que tu prononces le mot là, il se réactive. Poutine les transformera ensuite en 2 mois supplémentaires et encore 2 mois supplémentaires. S'achetant du temps en permanence, allez-y Pierre. Ça, non, parce que en fait, l'idée que vous développez, qui a été développée sur votre plateau, c'est qu'il y aurait un deal. Donc selon les préférences de Trump, qui aime bien les deals. Non, mais s'il y a un deal, ça veut dire qu'il se passera normalement quelque chose au bout des 50 jours. Et ça, ce n'est pas certain. Quand vous voyez la réaction du Kremlin, c'est vrai, bon, ils le prennent au sérieux, mais ils sont obligés. Mais en même temps, il ne dit pas, non, mais moi, dans 50 jours, j'arrête. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur les livraisons d'armes.
N'oublions pas quand même, ça a été dit, mais il faut le rappeler, ce ne sont pas des livraisons d'armes, ce sont des armes américaines, mais qui seront livrées par les Européens. C'est-à-dire c'est les Européens qui vont payer à la limite. Financé, oui. C'est une aide européenne. Oui, mais en fait, de toute façon, les livraisons d'armes par les Européens ont déjà beaucoup porté sur des armes américaines. Et là, Trump fait une annonce qui en fait aurait dû être faite par les Européens. C'est eux qui vont payer. D'ailleurs, ce matin, Dimitri Peskov... Mais c'est à vous qui lui avez donné le loisir de présenter le sujet comme il le voulait. Et vous avez même d'ailleurs commenté ça sous ce prisme-là. Vous tous qui êtes sur le plateau, et depuis qu'il y a eu la validation de la vente d'armes aux Européens pour qu'ils donnent ça à l'Ukraine, ce sont les mêmes spécialistes européens que voici qui parlaient de livraison d'armes américaines. C'est pas l'inverse. Donc si ça entre ainsi dans la mentalité populaire, c'est parce que vous avez fait la campagne médiatique de propagande qui allait avec le sujet point à la ligne. Ne reprochez pas ça à Donald Trump. Bon, lui aussi de son côté, il tire la couverture parce qu'il veut faire son buzz de la semaine, comme à son accoutumé. Le porte-parole du Kremlin s'en prend exclusivement aux Européens. Il ne s'en prend pas du tout à Donald Trump, bien évidemment. Les Européens sont les seuls à être dans la ligne de mire, à être la cible des attaques du Kremlin. Non, c'est faux. Ce que je n'ai pas suivi les déclarations de Sergei Lavrov. Il reproche à Donald Trump de se faire manipuler, d'être sous pression. C'est un reproche qu'il fait quelque part. Oui, dans son allocution, il tape sur les doigts de l'Europe qui continue de pousser la guerre, mais il est aussi en train de taper sur les doigts de Trump qui se laisse faire. Medvedev, Trump a lancé un ultimatum théâtral au Kremlin. Le monde a tremblé, s'attendant aux concepts. L'Europe belliqueuse a été déçue. La Russie s'en moque. Voilà, La Russie s'en moque pas du tout. Il apprécie trop les prises de parole de Medvedev. Je vais réécouter ça. La Russie s'en moque. Après, il y a Medvedev. Trump a lancé un ultimatum théâtral au Kremlin. Le monde a tremblé, s'attendant aux conséquences. L'Europe belliqueuse a été déçue. La Russie s'en moque. Voilà, la Russie s'en moque pas du tout, parce que la Russie, elle a utilisé toutes ces séquences de soi-disant négociations auxquelles aucun Ukrainien ne croyait pour être... La Russie ne s'en moque pas du tout, hein, et c'est toi qu'on va croire. Bon, admettons, la Russie ne s'en moque pas, et alors, ça change quelque chose. Une fois de plus, c'est dans les actes qu'on doit faire des analyses. C'est dans les actes. Si la Russie ne s'en moquait pas, les actes de la Russie n'allaient pas être ce que c'est actuellement, c'est-à-dire poursuivre la guerre. C'est ça en fait. Quand Dimitri Medvedev dit que la Russie s'en moque, c'est parce qu'avec ou sans les déclarations de Trump, ils vont continuer. Or, du côté de l'OTAN, des Occidentaux, ils ne font que parler. Une fois de plus, voilà, une sur le plateau, elle ne fait que parler. La Russie ne s'en moque pas du tout. Mais est-ce qu'il y a dans les actes qui vont avec? Vous savez que je peux faire des déclarations que je ne m'en moque pas, mais dans mes actes, je m'en moque. Et vous comprendrez que je m'en fous de ce que vous êtes en train de me dire, ou que je m'en fous de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce sont les actes qui comptent. Et mes actes ne coïncident pas avec mes mots. Réfléchissez. Pour être tout à fait franche... L'objectif, un des objectifs de cette séquence, c'était quand même de... Pour être tout à fait franche. Donc ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas franche, ou il arrive des fois, tu n'es pas franche. On prend note. De stopper l'aide militaire américaine aux Ukrainiens depuis des mois. Ils nous ont fait quand même des shows à répétition, des coups tordus de perversion sans nom, de manipulation à triple bande, etc. pour que les Ukrainiens n'aient plus de livraison d'armes américaines. Mais ça, c'est parce qu'ils voulaient réduire la casse en Ukraine. S'ils ont demandé aux Américains de ne plus envoyer d'armes en Ukraine, c'est parce qu'ils voulaient réduire la casse en Ukraine. Parce qu'ils leur font comprendre que plus vous recevrez des armes, plus on va vous attaquer, plus on sera violent, plus on sera belliqueux à notre tour, parce qu'on doit se défendre des armes que vous recevez. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est en fait que ça ne vous aide pas vous-même d'envoyer les armes là à l'Ukraine. Ça ne vous aide pas vous-même de poursuivre cette guerre. Et même Sergei Lavrov, qui est plus soucieux des finances et du contribuable européen, le dit. Ça ne les aide pas. L'argent que vous ne faites que dépenser là. Vous pouvez investir ça ailleurs, améliorer la vie de vos concitoyens. Mais au lieu de le faire, vous investissez dans une guerre qui est volontairement configurée pour pouvoir être une guerre d'usure. Et vous épuisez. Et chaque jour, vous tombez dans le piège. Même parfois, ils vous le disent clairement. Arrêtez, sinon ça va s'empirer pour vous. Vu que c'est ce qu'on a prévu de faire et c'est ce qu'on a mis sur pied. Mais vous dites non, il manque, on continue. Et vous vous sentez tellement intelligent quand vous faites des choses comme ça. Si, et je dis bien si, les annonces de livraison d'armes, y compris de missiles, sont transformées en essais, c'est-à-dire qu'elles arrivent effectivement sur le terrain. Là, c'est un échec cuisant du Kremlin.
En quoi est-ce que c'est un échec cuisant du Kremlin? Depuis le début de la guerre, vous livrez des armes qui arrivent effectivement en Ukraine. Et depuis le début de la guerre, la Russie ne fait que gagner. En quoi ce serait un échec cuisant? Ou bien tu veux juste utiliser les mots forts? Pourquoi? J'ai même voulu trouver une raison. Pourquoi? Tu veux utiliser des mots forts? Pourquoi? Pour convaincre qui? Qui croit réellement actuellement que l'Ukraine a l'avantage ou que cette livraison d'armes-là va faire une différence sur le terrain? Qui y croit? Même pas vous d'ailleurs. Sinon vous seriez allé faire vos reportages en Ukraine et non pas sur des plateaux télé climatisés. Bande de guerriers de plateau. Et ils sont loin d'être heureux, loin d'être contents. Et ça, quand on quand même parle de la propagande russe couramment, on comprend bien qu'ils sont un peu agacés là, ces dernières heures. Merci pour la... Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.